Est-ce que vous avez oublié si facilement? Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui est cachée dans chacune d'entre vous, suppliant d'être libérés à tout moment dans votre esprit animal. Nous sommes ce dont vous vous cachez toutes les nuits dans vos lits. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le paradis nocturne que nous ne pouvons fouler. Savants et inventeurs fous, au fil des années, le monde en a vu naître énormément. Cette histoire n'est qu'un récit parmi tant d'autres sur les atrocités qui se passent dans ces laboratoires sous couvert de l'État et ou de l'armée. Dans cette vidéo, laissez-moi vous narrer l'horrible histoire derrière l'expérience russe sur le sommeil. Nous sommes dans les années 1945-1946 et la Deuxième Guerre mondiale touche à sa fin, ou disons est quasiment terminée. Durant la fin des années 1940, des chercheurs russes ont gardé 5 personnes en captivité pour les soumettre pendant 15 jours à une expérience scientifique utilisant un gaz expérimental basé sur les stimulants. En gros, un gaz psychotrope pour les empêcher de dormir. Ils étaient enfermés dans un environnement scellé afin de pouvoir contrôler leur consommation d'oxygène de manière à ce que le gaz ne les tue pas, étant donné qu'il était toxique à partir d'une concentration élevée. Malheureusement, ce récit n'aura aucune source vidéo, étrangement. Les sources que j'ai eues à consulter en rapport avec cette expérience affirment que les événements se sont déroulés avant l'invention des caméras en circuit fermé, ce qui est quelque peu étrange étant donné que le système de vidéosurveillance voit le jour dans les années 42 en Allemagne et en pleine guerre. Il est donc peu probable que cette technologie ne soit pas elles aussi utilisée par la Russie, ou devrais-je dire l'ex-URSS à cette époque-là. Ma théorie derrière cette affirmation serait qu'elle est tout simplement fausse. Une telle expérience aurait certainement été filmé, mais d'après moi, les images qu'ils ont recueillies étaient tout simplement horribles et insoutenables, voire même inhumaines. À la place, ils affirment qu'il n'y avait que des microphones et des fenêtres de verre épais d'une douzaine de centimètres en forme de hublot qui permettaient de les surveiller pendant le déroulement de l'expérience. D'après le récit, les sujets de test étaient des prisonniers politiques jugés ennemis de l'État durant la Seconde Guerre mondiale. La chambre dans laquelle ils était équipée de lits d'appoint sans literie, de l'eau courante et des toilettes, et contenait des livres et suffisamment de nourriture sèche pour qu'ils puissent tenir à 5 pendant plus d'un mois. Tout s'est bien passé pendant les 5 premiers jours. Les sujets ne se plaignaient que rarement car on leur avait promis qu'ils seraient libérés s'ils acceptaient de subir le test et de ne pas dormir pendant 30 jours. Leurs conversations et leurs activités étaient surveillées et on a pu noter qu'ils ne parlaient que d'incidents de plus en plus traumatisants dans leur passé, des choses horribles qu'ils avaient vécues pendant leur jeune âge, etc. Et le ton de la conversation a commencé à devenir beaucoup plus sombre après le 4e jour. Au bout donc de 5 jours, ils ont commencé à davantage se plaindre et à montrer des signes de paranoïa sévères. Ils ont arrêté de se parler et à la place, ils se sont mis à parler au microphone ou au miroir des hublots. Curieusement, ils semblaient penser pouvoir gagner la confiance des expérimentateurs en se retournant contre leurs camarades, donc les autres sujets de test en captivité avec eux. Les chercheurs ont tout d'abord supposé qu'il s'agissait d'un effet du gaz. Après 9 jours, le premier d'entre eux a commencé à crier. Il courait sur la longueur de la chambre en hurlant à plein poumon pendant 3 heures non-stop. Il avait tellement crié qu'au bout des 3 heures, il n'arrivait qu'à produire de temps à autre de petits couinements. Les chercheurs ont pensé qu'il s'était probablement déchiré les cordes vocales. Mais le plus surprenant dans ce comportement, c'est la manière dont les autres sujets ont réagi. Ou plutôt, n'ont pas réagi. Ils ont continué à murmurer à l'attention des microphones jusqu'à la seconde où les cris ont commencé. 2 des captifs qui ne criaient pas ont alors déchiré les livres. Ils ont enduit toutes les pages avec leurs propres excréments et les ont collés sur les verres des hublots de manière à ce que les chercheurs ne puissent plus les voir à travers ceux-ci. Et juste après, les cris se sont rapidement arrêtés. Les murmures adressés au micro également. 3 jours se sont écoulés, les chercheurs vérifiaient les micros chaque heure pour être sûrs qu'ils fonctionnaient car ils pensaient qu'il était impossible que 5 personnes enfermées dans une pièce ne produisent aucun son. De plus, la consommation d'oxygène dans la chambre indiquait qu'ils devaient être tous les 5 en vie. En fait, elle correspondait à la quantité d'oxygène que 5 personnes consommeraient pendant un exercice physique extrêmement intense. Le matin du 14e jour, les chercheurs ont fait quelque chose qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient pas, mais il leur fallait à tout prix obtenir une réaction des captifs. Ils ont utilisé l'interphone de la chambre, espérant provoquer une quelconque réponse des détenus. Ils avaient peur qu'ils soient morts ou dans un état végétatif.
Ils ont donc annoncé au microphone: nous allons ouvrir la chambre pour tester les microphones. Restez loin de la porte et allongez-vous sur le ventre par terre ou vous serez abattu. Si vous respectez ces règles, l'un de vous gagnera sa liberté. À leur grande surprise, ils ont entendu une seule phrase prononcée d'une voix calme: nous ne voulons plus être libérés. Des débats ont éclaté entre les chercheurs et les forces militaires qui finançaient le projet. Comme il était impossible d'obtenir d'autres réponses en utilisant l'interphone, il a finalement été décidé que la porte de la chambre serait ouverte à minuit le 15e jour. La chambre a été vidée du gaz stimulant et remplie avec de l'air frais, et les voix provenant des micros ont immédiatement commencé à protester. 3 voix différentes ont commencé à supplier comme s'il en allait de leur vie. Ils suppliaient de remettre le gaz. La chambre a été ouverte et les soldats ont été envoyés à l'intérieur pour retrouver les sujets de test. 4 des 5 sujets étaient toujours vivants, bien que l'état dans lequel ils étaient ne fût pas qualifiable de vivant. Les rations de nourriture des 5 jours précédents n'avaient pas été touchées. Ils avaient des morceaux de chair, des cuisses et du torse du sujet mort enfoncés dans le drain au centre de la chambre, l'eau bouchant et permettant à une dizaine de centimètres d'eau de s'accumuler sur le sol. Les 4 sujets survivants avaient également de grandes portions de muscles et de peau arrachés de leur corps. La destruction de la chair et les os à l'air libre sur leurs doigts indiquait que les blessures avaient été infligées à la main et non avec les dents comme les chercheurs l'avaient pensé au début. Des observations plus précises de la position et de l'angle des blessures ont montré que la plupart des blessures, si ce n'est la quasi-totalité, avaient été infligées par eux-mêmes. Les organes abdominaux sous la cage thoracique des 4 sujets survivants avaient été retirés, alors que le cœur, les poumons et le diaphragme étaient restés en place. La peau et la plupart des muscles attachés aux côtes avaient été arrachés, permettant de distinguer les poumons à travers les côtes. Tous les vaisseaux sanguins et les organes étaient intacts. Ils avaient simplement été retirés et posés par terre, repartis autour des corps éviscérés, mais toujours vivants des sujets. L'appareil digestif des 4 sujets pouvait être observé en fonctionnement, digérant de la nourriture. Il avait été très vite clair qu'ils digéraient leur propre chair qu'ils avaient arrachée et dévorée durant les jours précédents. Ces derniers continuaient de crier pour qu'on les laisse dans la chambre et suppliaient qu'on remette le gaz pour qu'ils ne s'endorment pas. À la surprise de tout le monde, les sujets ont livré un combat violent et avaient fait preuve d'une force surhumaine lorsqu'on les a fait sortir. Un des soldats russes s'est fait déchirer la gorge et il en est mort. Un autre en est sorti gravement blessé après s'être fait arracher les testicules et perforer une artère d'une de ses jambes par les dents d'un sujet. 5 autres soldats ont perdu la vie si l'on compte ceux qui se sont suicidés dans les semaines suivant l'incident. Pendant le combat, la rate de l'un des sujets vivants s'est rompue et il s'est vidé de son sang presque immédiatement. Les chercheurs médicaux ont tenté de l'endormir, mais cela s'est révélé inutile. On lui a injecté plus de 10 fois la dose maximale pour un humain d'un dérivé de la morphine et il continuait de se battre comme un animal enragé, brisant les côtes et les bras d'un des docteurs. Les 3 sujets tests survivants ont été immobilisés et transportés dans une installation médicale. Les 2 ayant leur corde vocale encore intacte continuaient de supplier le retour du gaz pour rester éveillés. Celui des 3 ayant de plus de blessures a été amené dans le seul bloc opératoire dont l'installation disposait. Durant la procédure devant le préparer pour le remplacement de ses organes internes, il s'est révélé immunisé aux sédatifs qui lui ont été administrés dans le but de le mettre en condition pour l'intervention chirurgicale. Il se débattait furieusement contre ses liens lorsque le gaz anesthésiant a été apporté pour le mettre hors de combat. Une quantité juste supérieure à la normale a été nécessaire pour l'endormir et à la seconde où ses paupières se sont fermées, son cœur s'est arrêté. Pendant l'autopsie du sujet test qui est mort sur la table d'opération, il a été révélé que son sang contenait 3 fois la concentration normale d'oxygène. Les muscles qui étaient toujours attachés à son squelette étaient affreusement déchiquetés et il s'était brisé 9 os dans sa lutte pour ne pas être maîtrisé. Le second survivant avait été le premier du groupe à commencer à crier. Ses cordes vocales étant détruites, il était incapable de supplier ou de protester contre l'opération et il n'a réagi qu'en secouant violemment la tête pour montrer sa désapprobation lorsque le gaz anesthésiant a été amené près de lui. Cependant, il a secoué la tête pour faire oui lorsqu'un médecin a suggéré à contre-cœur d'essayer l'opération sans anesthésie et il n'a pas réagi pendant les 6 heures qu'on nécessitait le remplacement de ses organes abdominaux et la tentative de les
les recouvrir avec ce qui lui restait de peau. Le chirurgien président de l'intervention n'arrêtait pas de répéter qu'il devait être médicalement impossible pour le sujet d'être encore en vie. Une infirmière terrifiée qui assistait à l'opération a affirmé qu'elle avait vu la bouche du patient former un sourire plusieurs fois à chaque fois que ses yeux croisaient les siens. Lorsque la chirurgie a pris fin, le sujet a regardé le chirurgien et a commencé à siffler fortement, essayant de parler en se débattant. Supposant que ce devrait être important, le chirurgien a demandé à ce qu'on lui apporte un crayon et un calepin afin que le patient puisse écrire son message. Il était simple. Continuez à couper. Les autres sujets tests ont subi la même intervention, tous les deux sans anesthésie. Cependant, il était nécessaire de leur injecter un paralysant pendant la durée de l'opération. Au moment où ils ont pu recommencer à parler, ils ont recommencé à demander le gaz stimulant. Les chercheurs ont essayé de leur demander pourquoi ils s'étaient infligés ces blessures, pourquoi ils avaient arraché leurs propres entrailles et pourquoi ils voulaient de nouveau le gaz. La seule réponse qui a été donnée était « Je dois rester éveillé ». Les liens des trois sujets ont été renforcés et ils ont été replacés dans la chambre en attendant de savoir ce qu'on allait faire d'eux. Les chercheurs, faisant face à la colère des bienfaiteurs militaires à cause de leur incapacité à atteindre le but qu'ils leur avaient fixé, ont donc pensé à les euthanasier. L'officier commandant a au contraire vu du potentiel en eux et a voulu voir ce qui se passerait si on les replongeait dans le gaz. Les chercheurs s'y sont formellement opposés, mais leurs objections ont été ignorées. Afin de les préparer à être de nouveau scellés dans la chambre, les sujets ont été connectés à un moniteur électroencéphalographique et leurs liens ont été renforcés pour un confinement à long terme. À la surprise générale, ils ont tous les trois arrêté de se débattre au moment où quelqu'un a laissé échapper quand on allait les remettre dans le gaz. Il était évident qu'à ce moment, ils avaient énormément de mal à rester éveillés. Un des sujets qui pouvait parler fredonnait d'une voix forte et sans s'arrêter. Le sujet muet appuyait ses jambes de toutes ses forces afin d'avoir quelque chose sur quoi se concentrer. Le dernier sujet, quant à lui, gardait sa tête au-dessus de son oreiller et clignait des yeux rapidement. Ayant été le premier à avoir été relié à l'électroencéphalogramme, la plupart des chercheurs observaient ses ondes cérébrales avec surprise. C'était comme s'il subissait plusieurs morts cérébrales avant que tout ne redevienne normal. Comme il se concentrait sur le papier qui sortait du moniteur, seule une infirmière a pu voir ses paupières se fermer au moment où sa tête est retombée sur son oreiller. Ses ondes cérébrales se sont immédiatement muées en celles du sommeil profond, puis la ligne droite est apparue pour la dernière fois alors que son cœur s'arrêtait. Le commandant a donné l'ordre de sceller la chambre avec les deux sujets à l'intérieur, ainsi que les trois chercheurs. Un des trois qui a été nommé a rapidement sorti son revolver et a tiré une balle entre les yeux du commandant, puis a retourné son arme contre le sujet muet, lui faisant également sauter la cervelle. Il a ensuite pointé son arme vers le sujet restant, toujours attaché au lit, tandis que les membres restants de l'équipe médicale et de recherche fuyaient la pièce. « Je ne me laisserai pas enfermer là-dedans avec ces choses. Pas avec vous », a-t-il crié à l'homme attaché à la table. « Qu'est-ce que vous êtes ?» a-t-il demandé. « Je dois le savoir. » Le sujet a souri. « Est-ce que vous avez oublié si facilement ?» a répondu le sujet. « Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui est cachée dans chacune d'entre vous, suppliant d'être libérés à tout moment dans votre esprit animal. Nous sommes ce dont vous vous cachez toutes les nuits dans vos lits. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le paradis nocturne que nous ne pouvons fouler. » Le chercheur a marqué un temps d'arrêt, puis il a visé le cœur du sujet et il a fait feu. Effrayant, n'est-ce pas? Une histoire aussi horrible qu'incroyable. Incroyablement fausse surtout. Si vous y avez cru, vous êtes probablement novice sur Internet. Cette expérience russe sur le sommeil est en réalité une légende urbaine vieille d'une dizaine d'années. Ses origines remontent au site Creepypasta où vous pouvez apprécier l'histoire entière dans toute sa gloire. Néanmoins, le récit original est plus ancien et a été rédigé sur un forum en ligne où les utilisateurs rivalisent d'inventivité pour imaginer des légendes urbaines les plus terrifiantes. Ce récit s'est ensuite répandu sur l'ensemble de la toile et si en fleurit articles et vidéos expliquant ses origines, certains sites, même russes, continuent encore aujourd'hui à publier cette histoire, espérant provoquer l'effroi et ajoutant parfois les sources de la fuite de ces informations demeurent un mystère pour rendre le tout encore plus glaçant. Cette histoire ne peut pourtant pas être véridique pour de nombreuses raisons et notamment l'inexistence à ce jour d'un gaz connu par la science permettant d'empêcher le sommeil ou encore l'impossibilité de s'arracher des lambeaux considérables de peau et de chair
sans mourir d'une importante perte de sang. Un peu de logique quand même. Et aussi comme contre-argument de cette histoire, la plus longue expérience de privation du sommeil a été effectuée par un adolescent de 17 ans du nom de Randy Gardner qui est resté 11 jours sans dormir. Il a bien sûr eu des effets secondaires, à savoir les vertiges, les hallucinations et même de la paranoïa, mais rien de bien méchant, comparé à l'expérience russe du sommeil en tout cas. Cette légende reste ainsi populaire même une décennie après sa naissance. L'expérience russe sur le sommeil est la plus virale histoire creepypasta sur internet avec plus de 64 030 partages, a par exemple avancé le journaliste Gavin Fernando en 2016. Et il n'a pas tort, ce canular est devenu si célèbre qu'il a inspiré un roman, un court-métrage où les détenus du goulag sont remplacés par des criminels de guerre nazis, ainsi qu'un thriller psychologique produit par le jeune réalisateur irlandais John Farrelly. Par ailleurs, une leçon peut être retenue de cette histoire. Dormez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, mettez en commentaire ce que vous en avez pensé de cette expérience et on en débattra. Si vous avez encore envie de vous faire peur dans une moindre mesure, vous pouvez toujours liker la vidéo et cliquer ici pour voir une autre vidéo ou cliquez ici pour vous abonner à la chaîne. Et en attendant, portez-vous bien et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.